allons dépêcher la feuille de personnage d'André Moisin que vous avez juste face à vous. Nous allons expliquer un petit peu de quoi elle est constituée. Là, vers le haut, vous avez toutes les informations qui sont liées à l'historique et au contexte. Le concept est très peu utilisé, il correspond plus à un genre littéraire pour dire juste que André Moisin est un personnage qui est naturaliste, c'est-à-dire qui correspond vraiment au contexte historique de l'époque, qui n'a pas du tout de côté fantastique. Ensuite, vous avez donc sa condition d'homme, il a 30 ans. L'origine sociale, il a un problème d'atavisme, c'est-à-dire un problème d'hérédité. Crime est un jeu très important où justement l'appartenance à une classe sociale est déterminante, notamment en termes de relations avec les autres. L'origine géographique, il est né et il a vécu à Paris, il est criminologue. Le niveau de fortune n'est pas toujours utilisé, seulement en campagne, ce qui permet de jauger du nombre de richesses qu'un personnage est capable de mettre à disposition pour pouvoir mener à bien ses enquêtes. Nous avons parfois également des adresses qui pour l'instant n'ont pas été renseignées. Ensuite, nous allons au niveau de toutes les informations qui sont chiffrées, avec les potentiels et les compétences que nous reprendrons quand nous ferons le petit laïus sur les tests. En termes de psychologie, le personnage a un tempérament. Ici, on apprend que André Moisin est sanguin. C'est donc une donnée qui peut éventuellement être utile pour le joueur, de savoir comment son personnage réagit par rapport aux stimuli. Être sanguin, ça veut dire d'avoir véritablement les joues qui vont s'empourprer très rapidement, avoir le sang qui bat les tempes, et être capable de réagir très rapidement. Mais c'est surtout en fait intéressant avec l'inclinaison, qui est le dernier paramètre de la psychologie. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en fonction du tempérament du personnage, on saura plus ou moins quels sont les états de folie qui lui sont attribuables. Ici, par exemple, André Moisin a une tendance, c'est la schizophrénie, ce qui nous permettra de déterminer des folies qui soient véritablement en phase avec sa psychologie. Chaque personnage est affublé de passions, il a une passion principale, il ne peut y en avoir que 7. Ici, c'est l'ordre. André Moisin aime quand les choses sont bien à leur place, sont ordonnées. Il déteste le chaos, l'injustice, et il déteste quand finalement la justice ne suit pas son cours. Il a besoin d'une société bien ordonnée. Ses passions secondaires, c'est surtout sa carrière, auquel il attache énormément d'importance. S'il était pris à défaut et s'il n'était plus criminologue, ce serait probablement une cause de disgrâce et de pas mal de perturbations. Il a des convictions également. La plupart du temps, les convictions sont doubles. Vous avez une conviction politique, ici il est communard, c'est-à-dire qu'il se rappelle de la Commune de Paris en 1870, quand Paris était géré par les forces de gauche. C'était une autogestion un peu étrange, mais qui s'était très mal terminée, avec la répression du gouvernement qui était établi à Versailles. Donc il a des sympathies finalement pour les mouvements gauchistes. Au niveau religieux, il est athée. Peut-être le revendique-t-il, ça on ne sait pas, mais en tout cas, il ne croit en aucun dieu. Ses convictions sont importantes parce que quand il parle avec d'autres personnages, eh bien, il doit les défendre, plus ou moins. Et si on remet en cause ses convictions, ça peut être aussi une source de perturbation pour lui. Ensuite, André a des paramètres chiffrés comme l'angoisse, la psychose et le seuil de névrose, que l'on reprendra un petit peu plus tard. Le tabou, quant à lui, indique le comportement ou la situation qu'il doit à tout prix éviter. C'est une chose qui lui est absolument intolérable. Donc là, on parle de l'honneur filial. Il semblerait que André Moisin soit particulièrement à cheval sur l'honneur de sa famille et qu'il déteste au plus haut point le fait que certains pourraient remettre en cause ses parents, ses grands-parents, bref, l'histoire de sa famille. Ensuite, vous avez une description. Cette description permet d'approfondir pas mal de choses que nous avons abordées précédemment et permet de faire le lien finalement pour que le personnage soit un tout cohérent.
Je vous propose maintenant de prendre appui sur 4 personnages différents. Donc cette fois-ci, vous n'avez plus la vue feuille de personnage telle qu'elle transparaît dans la plupart des livres, mais plutôt la petite fiche de personnage que nous avons fait pour les parties flash. Nous avons donc 4 personnages: Laurette Leroy, secrétaire archiviste; Auguste Dubois, un homme de main, criminel; Henriette Moreau, maître chanteur, encore criminel; et Luciano Brunelli, un bras droit. Donc nous allons essayer de voir un petit peu les particularités de ces 4 personnages et de voir comment ils peuvent procéder à leurs tests. Alors, pour les tests, première règle, c'est extrêmement important, on ne fait de tests que quand la situation est difficile, quand elle n'est pas gagnée d'avance. Si vous considérez qu'un personnage a tout le temps devant soi, qu'il a les compétences, vous ne faites pas rouler les dés, ça ne sert absolument à rien. Tout jet de dés dans crime doit être une source de stress et doit être justifié. Donc, pour les tests, c'est relativement simple. Il faut se poser la question de laquelle des compétences peut être utilisée. Par exemple, si vous souhaitez dans cette équipe éclectique que les gens fassent ce qu'on appelle des tests de perception qui n'existent pas dans crime, vous allez prendre la compétence track. Si vous regardez Laurette, la compétence track, elle est juste en dessous du potentiel physique. Vous allez donc prendre le nombre de dés équivalent au potentiel physique, qui est de 3 pour Laurette, et malheureusement elle n'a rien en track, donc c'est bien dommage pour elle. Donc elle va devoir jeter 3 dés 10, ne conserver qu'un seul dé, et elle devra faire 9 ou 10 pour réussir. Donc autant dire que c'est pas gagné d'avance. Auguste Dubois, lui, aura un peu plus de chance. Il a 5 en physique, 5 dés. Il va en lancer donc 5, il n'en retiendra qu'un seul, mais par contre, comme il est compétent, vu qu'il y a une case qui est grisée, eh bien son seuil n'est pas de 9 et 10, mais de 8, 9, 10. À partir du moment où on a une compétence, le seuil passe à 8. Bon, on verra que les 2 derniers n'ont pas forcément de meilleures compétences de track. Si on doit jouer par contre au niveau d'un test où il faudrait essayer de farfouiller dans l'administration pour récupérer une information utile, là ça va devenir beaucoup plus intéressant. Ça va jouer avec science de l'homme et le potentiel mental. On s'aperçoit que Laurette est la seule capable véritablement de faire quelque chose dans l'équipe. Elle a trois cercles grisés, ce qui veut dire qu'elle est maîtresse en sciences de l'homme, et en plus, elle a une spécialisation. La spécialisation entre crochets, c'est administration, mais elle a aussi lettres et histoire. Bref, c'est un personnage ultra spécialisé. Du coup, elle prend son potentiel mental, 5 dés, qu'elle va jeter. Elle pourra conserver 3 dés, puisqu'elle est maîtresse, et son seuil n'est pas de 8 en tant que compétente, mais de 7 puisqu'elle est spécialisée. Donc 5 dés à lancer, 3 dés à récupérer, et en plus, le seuil est de 7, autrement dit, probablement au moins une réussite pour elle. Alors il est toujours possible de récupérer dans les tests des réussites qu'on n'aurait pas acquises. Je m'explique. Quand vous faites votre test avec les dés, vous devez obligatoirement conserver tous les 1 qui sortent. Or le problème, c'est que comme vous ne pouvez garder que le nombre de dés qui équivaut à votre degré de maîtrise, de compétence, c'est-à-dire 1 dé, ou 2, ou 3, bien parfois vous êtes amené à conserver plus de 1 que de réussite. Du coup c'est très frustrant. Alors si vous arrivez à justifier le fait que votre personnage est particulièrement motivé, vous allez utiliser ce qu'on appelle le moteur de dépassement. Imaginez par exemple Auguste Dubois. Il est donc dans un milieu hostile, un cimetière, il est en train de regarder autour de lui, il fait un test de track. Donc il jette 5 dés, ce qui est beaucoup. Malheureusement il sort un 1, un 8, et du coup le 8 il ne peut le conserver, puisque le 1 sera le seul dé qu'il gardera en main, puisque les règles l'y obligent. Du coup c'est très frustrant. Alors si éventuellement il pense que dans le cimetière il arrivera à trouver quelque chose
qui lui sera profitable, éventuellement avec la passion qu'il a pour soi, ou aussi peut-être, deuxième solution, il pense que dans le cimetière il arrivera à trouver un élément qui lui permettrait de comprendre ce qui est arrivé aux enfants, qui est finalement le but de son enquête. Et bien à ce moment-là, le joueur peut dire qu'il va se dépasser. Donc le 8 sera récupéré avec le 1, il gardera finalement 2 dés, et en contrepartie, il subira une petite fatigue physique, dont nous expliquerons les mécanismes un petit peu plus tard. Donc voilà, le moteur de dépassement. C'est toujours un petit peu dans la philosophie des règles de crime, il est possible d'aller plus loin, mais il y a toujours une contrepartie. Nous allons vous expliquer maintenant les ressorts de la psychologie, qui sont probablement la partie la plus centrale des règles de crime, et ce qui fait son originalité. Nous allons choisir comme délicieuse victime Henriette Moreau, la maîtresse chanteuse, je ne sais pas si ça s'accorde au féminin, et essayer de voir quels sont les points de pression qui peuvent, disons, changer, modifier son profil psychologique. Alors déjà, regardons un peu sa psychologie. Nous avons parlé du tempérament, donc elle est passionnée, c'est juste une indication. Et son inclinaison, du coup, qui dépend de son tempérament, elle est obsessionnelle compulsive. C'est-à-dire qu'elle va avoir véritablement des phases où elle va être particulièrement active, où elle va rester rivée sur des obsessions complètement inutiles, où elle va avoir des TOC et d'autres désordres de ce genre. Elle est motivée par une seule passion principale, qui est soi, sa propre petite personne, et sa passion secondaire est la richesse. Donc elle est très très vénale, elle adore finalement le confort matériel. Son tabou en est dérivé d'ailleurs. Disons qu'elle cauchemarde du fait de perdre tout ce qu'elle a acquis jusqu'alors. Au niveau de ses paramètres psychologiques chiffrés, elle possède une angoisse qui va donc de 0 à 5. Son angoisse de base est liée à son tempérament passionné, elle en a un. Les points d'angoisse, ils traduisent le fait que le personnage, au fur et à mesure, commence sérieusement à stresser par rapport à tout ce qu'il a appris de l'enquête. C'est une jauge donc qui augmente à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se surajoute à ce stress, mais qui peut descendre aussi à chaque fois qu'Henriette apprendra des choses bien précises qui pourraient soit lui permettre de rationaliser tout ce qui se passe, ou éventuellement de mieux comprendre ce qui l'angoisse. Donc un joueur particulièrement habile est tout à fait capable de remettre sa jauge d'angoisse à 0. Au niveau de la névrose indique tous les petits désordres sur la psychologie, basés sur la frustration, sur effectivement toujours les différentes formes de stress, les stimuli plutôt négatifs. La névrose, elle, va augmenter à chaque fois qu'il y a un échec particulier, ou à chaque fois qu'il y a une angoisse qui va venir. Donc elle cumule à la fois les effets de l'angoisse, puisque quand on acquiert un point d'angoisse, on acquiert automatiquement un point de névrose. Pareil, quand l'angoisse baisse, la névrose aussi. Mais la névrose est tout à fait capable d'augmenter elle-même quand il y a un échec du personnage, ou quand justement l'une des choses que nous avons décrites auparavant est un peu en péril. À chaque fois qu'on atteint le seuil de névrose qui est symbolisé par cette petite barre, on acquiert un point de psychose. À ce moment-là, la névrose va décompenser, c'est-à-dire qu'elle va revenir à 0. On va tout enlever, mais on gagne un point de psychose. La psychose, c'est quelque chose de bien plus important. La psychose, c'est la porte d'entrée à tous les désordres psychologiques. Je m'explique. Quand vous êtes psychotique, vous commencez à perdre véritablement pied avec la réalité. Il y a donc une frontière, un fossé bien déterminé. Et au fur et à mesure que la psychose va augmenter, vous allez devenir de moins en moins solide sur vos appuis. Vous allez avoir des périodes de folie qui vont être plus graves, beaucoup plus longues, et ça va vous enfoncer aussi dans le côté fantastique. Vous allez acquérir ce qu'on appelle des déchéances. Bref, ce n'est pas véritablement la meilleure des destinées. La psychose peut également augmenter d'elle-même. Si par exemple vous perdez un être cher, on ne va pas chercher midi à 14 heures et vous allez directement prendre de la psychose.
Pareil, si par exemple votre tabou est brisé, et si effectivement Henriette perd tout ce qu'elle a, par l'incendie de sa maison par exemple, elle prendra un point de psychose. La psychose, elle, ne descend quasiment jamais. Il faudrait véritablement un merveilleux aliéniste et pas mal d'années d'analyse, et encore au début du XXe siècle, il ne faut pas trop compter là-dessus. Donc si je reprends les paramètres qui peuvent faire varier un peu cette psychologie. Au niveau des convictions, vous voyez que Henriette est dreyfusarde. Si par exemple elle parle avec des personnes qui sont anti-dreyfusardes et qu'elle finalement ne défend pas son point de vue, vous pouvez lui donner un point de névrose. Pareil, si elle est agnostique et qu'il y a des bigots qui sont en train un petit peu de la sticoter et de la pomper, elle va en avoir assez et elle va peut-être prendre de la névrose. Par contre, si elle arrive à défendre ses convictions, comme une tigresse, vous pouvez lui baisser cette névrose, c'est un succès. Si par exemple elle est confrontée à quelqu'un qui l'empêche quelque part de prendre soin de sa personne et de pouvoir prendre une option de jeu qui irait dans le sens de sa passion principale pour soi, pour son nombril, elle perdra de la névrose. Par contre, si elle arrive à faire triompher son petit point de vue aux dépens des autres, elle peut en gagner. Pareil pour la richesse. Par contre, si elle perd tout ce qu'elle a, on avait bien dit que ça basculait directement dans la psychose, elle en gagnait un, ce serait véritablement la perte la plus terrible pour elle. Voilà, et s'il y a un jet de dés, quel qu'il soit, qui aboutit à un échec, vous mettez un point de névrose tout de suite. S'il y a une situation angoissante, un point d'angoisse, un point de névrose en même temps. Si les enquêteurs parviennent à comprendre en partie ce qui s'est passé et ont réussi à choper un indice vraiment intéressant, vous baissez l'angoisse et la névrose en même temps. Donc il faut être à l'aise effectivement avec ces jauges psychologiques. Mais au bout d'un certain temps, vous verrez que les joueurs sont tout à fait à même de pouvoir les faire varier. C'est-à-dire que de la façon dont ils sentent l'évolution de leur personnage, ils seront capables de s'attribuer ou de demander à effacer des points qui vont s'accumuler. Parlons maintenant des désordres psychologiques. Pour l'instant, nous n'avons vu que des manipulations de jauge, mais qui sont fort peu intéressantes s'il n'y a pas d'effet dans le jeu. Donc, crime doit aboutir normalement à des états de folie qui sont plus ou moins passagers et qui peuvent être déclenchés à plusieurs moments. Par exemple, quand la névrose atteint son seuil, avant la décompensation et la transformation d'un point de psychose, on a généralement eu un état de folie. De même, quand un personnage est véritablement confronté à une scène horrible, fantastique, qu'il ne comprend pas, ou qui l'émeut et le choque profondément, on fait ce qu'on appelle un test psychotique. Ce test est un test tout à fait simple. On prend le potentiel mental de la personne. Ensuite, on va essayer de calculer donc un seuil. Ce seuil, ce sera le total d'angoisse plus la psychose, c'est-à-dire qu'au début de l'aventure, Luciano n'a que 3, et le meneur de jeu va essayer de déterminer combien de dés le joueur a le droit de conserver. C'est entre 1 dé, quand l'événement est particulièrement pénible, jusqu'à 3 dés, quand il est plus anodin. Donc imaginez un test psychotique où Luciano est dans le cimetière et voit par exemple un des cadavres sortir de sa tombe. Il va devoir donc jeter le nombre de son potentiel mental, qui est de 3. Il va devoir essayer de faire au moins 3, qui est son seuil, angoisse plus psychose. Ça semble relativement facile, mais s'il y a un 1 qui arrive dans l'histoire, et on va dire que c'est le cas, eh bien ce sera un échec. Donc si le test psychotique réussit, rien ne se produit. Si par contre il échoue, eh bien là on prend automatiquement un point de psychose et on applique un état de folie. Pour déterminer l'état de folie, on regarde le tempérament et surtout l'inclinaison qui est paranoïaque. Donc un individu paranoïaque, c'est quelqu'un qui est particulièrement soupçonneux, quelqu'un qui va avoir des délires, pour qui tout événement neutre est dangereux, quelqu'un qui est basé vraiment sur le conspirationnisme.
En termes de folie, on vous propose tout un panel. Par exemple, quand vous atteignez le seuil de névrose, ce sont des folies peut-être moins importantes, moins impactantes, mais pas que. Par exemple, la colère pathologique, où l'individu explose dans une colère homérique. Un épisode d'hystérie, le personnage devient mythomane, où il a des hallucinations passagères. Au niveau des gains de psychose, c'est parfois un petit peu plus délicat, dans le sens où on part dans les délires de persécution, un délire de grandeur où le personnage devient mégalomane, un délire d'empoisonnement où il a l'impression que quelqu'un lui a administré quelque chose de très mauvais pour sa santé. Il peut même basculer dans la folie homicide dont les victimes pourraient être ses propres camarades. Donc plus la psychose sera importante, et plus cet excès de folie sera long et grave. Et à partir de 5 ou 6 en psychose, vous pouvez considérer que ces folies sont quasiment permanentes. Et au fur et à mesure, le joueur va voir que son personnage lui échappe et devient quasiment ingérable, pour basculer de l'autre côté, le côté plus criminel. Parlons maintenant d'un des moments forts de tout jeu de rôle, même s'il est parfois sous-utilisé dans certains scénarios de crime, je vais bien entendu parler des combats. Nous allons dans notre exemple essayer de confronter deux personnages qui sont particulièrement redoutables dans cet art. Nous avons Auguste Dubois face à Luciano Brunelli. Donc le combat finalement obéit aux mêmes règles que les tests simples. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire des tests de combat avec le potentiel physique des uns et des autres. Nous avons donc 5 dés pour Auguste et il va pouvoir conserver 3 dés puisqu'il est maître en combat et son seuil est de 7 puisqu'il est spécialiste à main nue et que c'est le cas. Luciano en face, on va l'armer d'un couteau. On va faire les tests l'un en face de l'autre et on va dire que Auguste Dubois réussit à cumuler 2 réussites là où Luciano n'en aura qu'une seule. Pour gérer le combat, la personne qui a gagné le test a un avantage. Il va pouvoir placer ensuite ses dégâts. Les dégâts, on va pouvoir les calculer comme suit. On va prendre le potentiel physique d'Auguste, qui est de 5. On va retirer le potentiel de Luciano, qui est de 5 aussi. On arrive à 0. On prend ensuite la différence qu'il y avait au niveau du nombre de réussites, qui est de 1. Et on prendra éventuellement les bonus de l'arme. Et là, nous avons qu'un combat à main nue, donc c'est un peu compliqué. Ce qui fait que Auguste gagne de 1. Il a probablement asséné un énorme coup à Luciano, qui va perdre 1 en potentiel physique. C'est donc un dégât d'épuisement. Alors pour gérer tout ce qui est armes, il suffit de se reporter directement au tableau des armes. Voici un exemplaire du tableau des armes dont je vous parlais. Donc vous apercevez que le coup de poing, les dégâts, c'est le potentiel physique de la personne, et que le type de dégâts, c'est de l'épuisement. C'est-à-dire, en gros, que quand vous calculez les dégâts, vous en avez 3 types. Vous avez la fatigue, c'est quelque chose, c'est un effort qui est sur vraiment du court terme, qui vous essouffle, et pendant tout le reste de la scène dans laquelle vous êtes, vous allez subir donc une espèce de malus, généralement sur votre potentiel physique. Vous êtes simplement fatigué. À la fin de cette scène, vous allez pouvoir récupérer votre fatigue. Un moyen très très simple de pouvoir le signaler sur votre feuille de personnage, c'est de pouvoir faire un simple trait, un slash, pour signaler une fatigue. Il y a également des dégâts d'épuisement, qui sont un peu plus conséquents. C'est donc un effort très prolongé qui va vous demander une bonne nuit de sommeil pour être récupéré. Vous pouvez donc récupérer un point d'épuisement à chaque fois que vous avez une bonne nuit. Donc pour signaler sur votre feuille d'aventure l'épuisement, vous allez faire une croix. Ça peut être issu justement d'un coup de poing par exemple. Par contre, si vous avez une blessure, ça veut dire que donc vous avez saigné, vous avez eu une blessure interne,
et ça va être beaucoup plus long. Il faudra être soigné. C'est généralement une affaire plutôt d'une semaine de récupération. Les points de blessure, pour les signaler, vous allez faire directement une étoile. Ce sera plus long. Pour cumuler ces différents types de dégâts, si vous êtes par exemple fatigué et que vous êtes de nouveau, cette fois-ci épuisé, l'épuisement prend la place de la blessure et ne va pas s'ajouter. L'épuisement va prendre la place de cette fatigue de la même sorte, de la même manière que la blessure va prendre la place de l'épuisement. C'est un peu la même chose avec les armes à feu, et nous allons pouvoir vous le détailler maintenant. Voici un aperçu du tableau des armes à feu. Vous apercevez qu'il y a des paramètres additionnels comme la portée de l'arme, même si vous pouvez aller plus loin, mais si vous êtes à une portée relativement longue, vous pouvez éventuellement demander au personnage de faire par exemple 2 succès au lieu d'un pour réussir à avoir la personne en face de vous. En fait, les armes à feu vont vous donner un avantage assez extraordinaire dans Crime, dans le sens où la plupart des antagonistes ne sont que des êtres humains de chair et de sang, et le moindre dégât par balle est souvent très incapacitant. Vous avez également le nombre de coups que vous pouvez donc tirer en un seul assaut, ou plutôt avant de devoir recharger. Vous verrez que la plupart des armes qui vous sont proposées ne sont que des armes à un seul coup, par assaut. Ensuite, vous avez le nombre de munitions, et vous avez surtout les dégâts. Et les dégâts, on s'aperçoit qu'ils sont assez conséquents, que la plupart des revolvers vont vous permettre d'avoir des dégâts fixes de 3, auxquels vous pourrez difficilement opposer votre potentiel physique. Ce sera assez compliqué. Vous avez le prix, vous avez la méthode de dissimulation. Beaucoup de revolvers peuvent très facilement tenir dans la main et être dissimulés dans une poche. Vous avez le temps de rechargement de l'arme en assaut. Et les dégâts critiques, je vous laisse un petit peu les choses de côté, ne sont pas extrêmement importants. Donc pour les dégâts des armes à feu, il n'y a pas besoin de potentiel physique, vous prenez directement les dégâts qui sont proposés ici. Donc là vous apercevez que le revolver protector fait autant de dégâts que par exemple un gros coup de poing en pleine face de quelqu'un qui est déjà relativement costaud.